Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Et ce soir, on s'arrête sur la situation de la pauvreté en France. Un pauvre, c'est quelqu'un qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle que le seuil de pauvreté en France, c'est 1 000 euros par mois, 1 000 euros par mois pour une personne seule. Et ces chiffres qu'il faut rappeler aujourd'hui, en France, 9 millions de personnes sont considérées comme pauvres. C'est 14% de la population. 20% d'enfants pauvres et un tiers des familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Est-ce que la pauvreté progresse aujourd'hui? Quels moyens se donne l'État pour lutter contre la pauvreté? On a vu la semaine dernière Emmanuel Macron une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté qui ciblera en priorité les enfants et les jeunes démunis. Est-ce suffisant? On va en parler. On en parle avec nos invités. Brigitte Bourguignon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes présidente de la Commission des affaires sociales ici à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée de la République en marche du Pas-de-Calais, présidente du Haut Conseil du travail social. Face à vous, Pierre Dharréville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député communiste des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe communiste ici à l'Assemblée nationale. Christophe Robert, merci d'être venu. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Elina Dumont. Bonsoir, vous êtes intervenante sociale, comédienne et ancienne sans domicile fixe. Tout à fait. Vous n'avez pas le terme SDF. Le sigle déshumanise. SDF. Ouais, ça déshumanise. Je signale votre ouvrage, Longtemps j'ai habité dehors, c'est aux éditions Flammarion. Alors vous avez entendu ces chiffres, 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. J'ai envie de vous demander, question toute simple, c'est quoi être pauvre aujourd'hui en France? Elina. Écoutez, moi je pense... Alors déjà, je pense que la pire des misères, pour l'avoir vécu personnellement, c'est la misère intellectuelle. Parce que moi, voyez-vous, aujourd'hui, je gagne pas plus d'argent, voire moins, que quand j'avais 18 ans ou 20 ans, quand j'étais à la rue. Parce que, évidemment, je faisais des conneries, je trafiquais, enfin j'ai fait plein de trucs. Vous étiez combien de temps à la rue? Pendant plus de 15 ans, j'étais sans domicile fixe. Et en fait, je pense que la pire des misères, c'est quand même la misère intellectuelle et culturelle. Qu'est-ce que vous appelez la misère intellectuelle et culturelle? C'est-à-dire que la culture si on a l'éducation derrière, ça on se construit. Moi, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée dans l'accès à l'éducation, l'accès à la culture. Voilà, ça vous construit intérieurement. Et moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en plus, moi, je lutte contre l'exclusion personnellement. Moi, je connais des gens qui sont vraiment pauvres, mais ils éduquent bien leurs enfants. Les enfants, ils travaillent bien à l'école. Et je sais que, alors en leur donnant un petit coup de pouce, bien sûr, mais ils peuvent aller très loin. Et à côté de ça, alors, si on ajoute la misère intellectuelle, culturelle, plus l'éducation qui en manque, à la misère financière, alors là, c'est la cata, quoi. Non, mais c'est la cata, quoi, je vous jure. Christophe Robert, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des pauvres en France? C'est quoi être pauvre en France? Oui, vous avez raison, parce que, en fait, quand vous parlez de 9 millions de pauvres, je rappelle que c'est 1 million de plus en 10 ans. Donc on est en France en échec sur la lutte contre la pauvreté, ce qui est extrêmement préoccupant pour un pays riche comme le nôtre. Mais ça, c'est juste un indicateur monétaire. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y en a combien qui ont en dessous de 1 000 euros. Ça permet de mesurer des variations dans le temps. Mais évidemment, c'est multidimensionnel, la pauvreté. Enfin, je veux dire, celui qui a 1 000 euros, mais qui doit payer 800 euros de logement, c'est pas la même chose que celui qui a 1 000 euros et qui ne doit pas payer de logement. Donc ça veut dire l'accès aux soins. Est-ce qu'on a les moyens de se soigner convenablement ou pas? Et ceux qui sont pauvres ne peuvent pas, de s'alimenter convenablement, mais ça rejoint aussi la question de l'accès à la culture, effectivement. Est-ce qu'on a une vie sociale comme les autres? Autrement, effectivement, on souffre d'isolement. Quand nous, on aide des familles qui sont dans des logements complètement pourris, ou qui vivent dans des caves ou dans des parkings, vous voyez par exemple des mères qui disent à leurs enfants n'acceptent pas les invitations d'anniversaire parce qu'on ne pourra pas les rendre, parce qu'on a honte de montrer dans ce que l'on vit. Donc, si vous voulez, il faut bien intégrer ces indicateurs qui nous permettent de voir comment ça évolue, mais c'est bien l'ensemble des réalités de ce que vivent les gens, de la culture en passant par les soins à l'alimentation, et bien sûr aux conditions de logement et de ressources. Et c'est là où il y a quand même un enjeu quand même sur les ressources, c'est-à-dire que si vous n'avez rien,
C'est quand même très difficile de vivre aujourd'hui. Quand je dis rien, c'est peu. C'est-à-dire que le RSA, c'est 524 €. Et par exemple, ce RSA, il n'est même pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans. Donc un jeune qui est en décrochage familial, qui n'a plus de famille parce qu'il s'est fait virer de chez lui, il a 0 quand il a 18 à 25 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit au président de la République qu'il faut absolument ouvrir ce droit minimum, y compris aux jeunes. Mais est-ce que je peux rebondir? D'après vous, c'est quoi la différence entre un artiste et un sans domicile fixe? Il y a beaucoup d'artistes, ils ont rien, mais ils sont remplis, ils sont passionnés. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la différence. Et ils mangent peut-être moins qu'un... Vous qu'un... l'avez dit, si en plus, ils n'ont rien du tout, voilà, du point de vue de l'héritage culturel, ou plutôt la capacité à s'en sortir, et en plus, ils n'ont pas un peu de sous pour pouvoir s'en sortir et s'alimenter et soigner, c'est la catastrophe. Gilles Bourguignon, en France, il y a pourtant des aides sociales. C'est quoi être pauvre en France? Moi, je crois que la pauvreté en France... Bénéficier de services gratuits. La pauvreté en France, ça fait peur. On ne l'aborde pas souvent. D'ailleurs, on ne dit pas souvent le mot. C'est pour ça que je dis souvent que pauvre, ce n'est pas un gros mot. Pour moi, la pauvreté, ça commence quand on n'a plus la dignité, l'accès à la dignité, tout simplement. La dignité de se soigner, la dignité de se nourrir, la dignité d'être logé, la dignité de travailler ou de vivre de son travail. Et donc, il y a des tas de façons, entre guillemets, d'être pauvre. Mais par contre, je pense que la notion de pauvreté en France, elle est toujours ramenée à une notion d'échec, comme si on avait tout fait pour être pauvre, ou alors à une notion presque d'héritage, et puis où il faudrait qu'on se contente de cette situation, ou alors on vous renvoie c'est presque de votre faute si vous êtes pauvre en France. On n'admet pas beaucoup la pauvreté. Alors, il y a des aides, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Pour moi, le premier des événements, ça a été le RMI. Parce que, vous voyez, je travaillais dans le social à ce moment-là. Michel Rocard. Oui, mais avant 88, ça vieillit tout ça, mais je travaillais déjà dans le social et je peux vous dire que les gens quémandaient le bon alimentaire, le bon pour aller se soigner, le bon de charbon pour se chauffer, et qu'un jour, on a inventé un revenu minimum pour vivre. Et je dis bien pour vivre. Et quand j'entends dire que c'est de l'assistanat ou que c'était bien suffisant, ça me fait bondir parce que ça n'est qu'un minimum pour vivre. Ça veut bien donc dire que on ne peut faire que le minimum avec ça. Et on a beaucoup oublié dans cette France-là qu'il y avait le I de l'insertion et que ce I-là devait être suivi. Et force est de constater, 20 ans après, qu'on est tous responsables des échecs successifs. Ça s'est transformé en RSA depuis. Oui, RSA socle, simple, qui est le RMI, et le RSA activité, ce petit supplément qu'on rajoute si on travaille. La prime d'activité. La prime d'activité, voilà. Ça fusionne. Et Pierre Dharréville, c'est quoi, même question, c'est quoi être pauvre en France aujourd'hui? Être pauvre, c'est d'abord être en permanence obligé de se priver de ce dont on a besoin d'abord, de ce dont on a besoin au quotidien. C'est aussi, effectivement, se sentir en insécurité permanente. Ce sentiment-là, il est destructeur pour des adultes, mais encore plus pour des enfants. C'est effectivement la culpabilisation aussi qui entoure. Moi, l'intitulé de votre débat, je trouve qu'il est bien aussi à cause de ça, parce que souvent, on aborde la pauvreté sous l'angle des fraudeurs en permanence, et donc d'une culpabilisation. C'est insupportable. On voit, avec les chiffres que vous avez donnés, que c'est un phénomène massif, la pauvreté, dans notre pays. C'est 9 millions de personnes, mais c'est considérable. On connaît tous des personnes qui se trouvent dans cette situation. Et effectivement, ils ne sont pas responsables de cela. Donc, il y a besoin d'agir, et je pense qu'il faut s'attaquer aux causes de la pauvreté. Il faut évidemment mettre en œuvre des dispositifs d'aide, d'assistance pour s'en sortir. Mais il faut s'attaquer aux causes. C'est pas possible que la société continue à produire de la pauvreté comme elle le fait aujourd'hui. Lina Dumont discutait en coulisses tout à l'heure, vous me disiez, il y a aussi ce regard des autres sur la pauvreté. Oui. On s'occupe de tout, vous vous occupez de rien. Oui, c'est-à-dire que moi je pense que le système social en France aussi vous renvoie toujours à votre place. Vous êtes sans abri. Enfin, ils disent SDF. Moi, je me souviens très bien quand j'étais à la rue et que je disais, ben non, actuellement, je me rappelle, j'ai fait les hôtels Emmaüs. Désolé. Et ben, il n'y a pas de concurrence, ça se complète. Hein. Mais il me disait, ben, vous êtes SDF. Et moi, je faisais tout pour m'en sortir. Mais en fait, on vous remet toujours à votre place. Puis après, il y a la guéguerre entre les associations. Moi, combien de fois, il y a des associations qui me disaient « Non, Elina, va pas dans cette association, reste avec nous. » Parce que les associations, s'il y a une guerre de subventions... Vous voyez, moi, en plus, maintenant, je lutte contre l'exclusion. Et je sais comment ça se passe aussi à l'intérieur. Il y a aussi une histoire de...
il y a le cahier des charges à remplir à la fin. Donc, imaginez que l'association, elle dise, merde, là, j'ai eu que 50 sans-abri. Ah ben non, bon, je veux dire que j'en ai 100. Donc, faut garder ces sans-abri. Je vous jure qu'il y a du vrai dans ce que je raconte. Et du coup, les associations, parce que si les associations, ils étaient vraiment ensemble, ils avaient envie de lutter contre la pauvreté, qu'est-ce qu'on ferait? Il y aurait une super plateforme où tout le monde travaillerait ensemble. Mais ça n'existe pas. Parce que chacun veut garder son petit beefsteak. Chacun veut garder son petit beefsteak, Christophe Robert? Vous êtes interpellé directement Je crois pas. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment, on déborde de demandes. Enfin, nous, on n'est pas financé par l'État à la Fondation Abbé Pierre. Oui, ça, je sais. Et donc, mais les associations qui sont gestionnaires de l'hébergement, aujourd'hui, ça croule sous les demandes. Enfin, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. On était ce matin, toutes les associations, justement, réunies pour essayer de faire des propositions. Oui, vous vous réunissez pas. Vous vous réunissez, mais dire... vous n'arrivez pas à travailler ensemble. C'est ça que je veux dire. Écoutez, je sais pas, on fait ce qu'on peut, peut-être que ça vous convient pas, mais en tout cas, ce qu'on observait, c'est que, je le disais tout à l'heure en aparté, c'est que, par exemple, à Paris, aujourd'hui, les familles qui appellent le 115 les familles, donc avec des enfants, il y a 2 ans, dans 85% des cas, on arrivait à proposer une nuitée, enfin une solution pour le soir même, et aujourd'hui, on est à moins de 15%. Donc il y a une augmentation des personnes qui n'ont vraiment rien, qui sollicitent ce 115. Grosso modo, il y a 1 personne sur 2 qui appelle ce numéro d'urgence et qui ne se voit proposer aucune solution. C'est extrêmement grave parce que c'est un numéro d'urgence. C'est comme si on disait « je vais aux urgences des hôpitaux » et on vous dit bah, « alors j'en prends 1 sur 2 » et puis l'autre, bah, écoutez, débrouillez-vous ou débrouillez-vous pas. Enfin, je veux dire, on est dans une situation qui est extrêmement tendue. Après, les associations, elles font avec ce que leur donne la puissance publique, hein, l'État. Alors après, elles peuvent faire mieux. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'évolution possible. Mais je ne pense pas qu'il faille aller chercher la cause des associations, même si il peut y avoir des évolutions en la matière. Mais vous savez, pour beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans des hébergements ou à l'hôtel qui coûtent cher pour la collectivité, elles ont besoin d'un logement, ces personnes-là. Et l'hôtel, c'est pas satisfaisant. Il y en a plein où on ne peut pas cuisiner, où les enfants ne peuvent pas faire comme il faut leurs devoirs. Donc c'est pour ça qu'on était dans une logique de porter une autre logique. Toutes les associations réunies, qui s'appelle le logement d'abord. J'ai juste un petit mot sur les hôtels justement du SAMU, parce que dernièrement je travaillais pour le SAMU, j'encadrais des enfants avec des ateliers théâtre. Il faut savoir que les hôtels sociaux, qui sont des hôtels tourisme à la base, vous savez ce qu'ils font? Et moi je les appelle des marchands de sommeil. Alors l'hiver, voilà, on remplit, puis quand il y a les touristes qui arrivent, ils disent « Allô, SAMU social, bah écoutez, là on vous garde que 3 familles. » Véridique. Ah ça, pas vrai? Pierre Dharréville, c'est un business. C'est pas dégueulasse, ça. Absolument. Pierre Dharréville. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, bien souvent, on rencontre des personnes qui sont obligées de quémander leurs droits. Et ça, je trouve que ça rajoute une humiliation à la situation de difficulté dans laquelle se trouvent les personnes. Et le renoncement aux droits dans ce pays est considérable. Je crois que pour le RSA, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près 30% de renoncement aux droits. Voilà. C'est considérable. Bon. Deuxième chose... Parce que souvent, ils ne savent pas aussi qu'ils ont droit. Absolument. Oui, il y a aussi de ça. Mais il y a aussi parfois la dignité qui vous pousse à ne pas vous rendre pour aller demander. Voilà, il faut mesurer ça. Deuxième chose, il y a beaucoup de pauvreté, on l'a dit, mais il y a aussi beaucoup de richesse dans ce pays. Il y a des inégalités profondes. On est dans un pays qui est profondément inégalitaire. Dans des mêmes territoires, parfois, la pauvreté la plus difficile côtoie la richesse la plus flamboyante. Donc ça, c'est insupportable aussi. Je pense qu'on est dans un pays où la valeur d'égalité veut dire quelque chose. Il ne suffit pas de l'avoir écrite au fronton des bâtiments de la République. Et donc, il ne suffit pas de dire non plus « enrichissez-vous ». Voilà, parce que quand on dit enrichissez-vous, eh ben on va continuer à fabriquer des inégalités. Là, vous visez le président de la République. Brigitte, on l'a compris, Brigitte Bourguignon. Et après, j'ai un reportage à vous montrer. Oui, moi je pense que tout doit, on le dit d'ailleurs, tout doit se ramener à la dignité. Et c'est vrai que on oublie de dire souvent en France que peu de gens, beaucoup de gens ne font pas valoir leurs droits. Et très souvent, on a le recours au droit. Et là, on a fait un constat aujourd'hui que très peu de personnes utilisent parfois des droits auxquels ils peuvent prétendre. Tout est une question de dignité. Vous disiez tout à l'heure... Pourquoi ils n'ont pas recours? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas les connaissances. Ils n'ont pas forcément l'info. Ils n'ont pas forcément l'info. Et ils n'ont pas forcément envie... justement d'être stigmatisés, parce que de pousser une porte, vous savez, pour aller demander quelque chose, pour des gens quelquefois qui ont toujours travaillé ou qui se sont toujours débrouillés. Ils ont honte des pauvres. Ils ont honte parce que justement notre société renvoie à une espèce d'échec
si vous êtes obligé un jour de quémander vos droits. Voilà, il y a quand même beaucoup de notion méconnaissance aussi. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui effectivement ne veulent pas être assimilés aux exclus. Oui. Et c'était toute la complexité qu'il y avait avec le RSA socle et le RSA activité, parce que certains disaient je ne vais même pas prendre le RSA activité parce que ça veut dire je suis RMiste, en quelque sorte, parce que c'est l'ancêtre de RMI, enfin l'inverse. Et du coup, par contre, la question de l'accès aux droits quand même est posée. Nous, je vois... On prévient les expulsions locatives. Les gens peuvent nous appeler dans un numéro qu'on met à disposition des personnes menacées d'expulsion. On mesure à quel point la complexité administrative. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des aides qui pourraient les aider à payer leurs charges. Donc on est bien et dans du coup, ils vont être l'ignorance, dans la expulsés. méconnaissance. Ouais, ils vont être, parce que c'est hyper compliqué. Et ils vont être expulsés parce qu'ils ne vont pas pouvoir payer leur loyer ou leurs charges, alors qu'ils ont peut-être des aides du département pour payer les flux d'électricité, etc., etc. Donc il y a vraiment un enjeu aussi de simplification, d'information, aussi d'aller vers les gens. Vers les gens. Quand on sait par exemple que quelqu'un a mené à une difficulté pour payer pendant 1 ou 2 mois, si on traite le problème à ce moment-là, on arrive à éviter l'expulsion. Si c'est au bout de 6-7 mois d'impayé, c'est très compliqué. Donc il y a une logique aussi de l'action sociale qui doit aller davantage vers les personnes. C'est ce qu'on faisait beaucoup avant. Aujourd'hui, ils sont tellement débordés, les travailleurs sociaux, qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Je voulais parler du cas des étudiants. Ce ne sont pas les plus pauvres, mais ce n'est pas glorieux. Alors pour mieux comprendre, nos équipes, François Goulin et Yann Plantier, sont allés voir du côté de la fac de sciences de Lyon. Et là, ils sont nombreux, les étudiants français et étrangers, à serrer la ceinture pour boucler les fins de mois, pour la nourriture. Une épicerie associative solidaire leur vient en aide. On regarde le reportage et on réagit juste après. Au beau milieu de la fac de sciences, un petit local accueille discrètement les étudiants en détresse. On va te poser 2-3 questions et puis pour savoir comment t'en es arrivé là, quels sont tes soucis. Keïta, jeune Guinéen de 23 ans, doit remplir un dossier pour accéder à cette épicerie solidaire. Fraîchement inscrit à l'université, il a sous-estimé le coût de la vie en France. Je suis dans une situation très difficile. Je n'ai pas suffisamment d'argent et en fonction des prix, c'est-à-dire des produits alimentaires par rapport à mon revenu, ça serait très difficile pour moi vraiment de finir l'année dans de très bonnes conditions. L'association Agorae récolte des dons de nourriture un peu partout à Lyon et propose des prix cassés aux étudiants. Seule condition pour faire ses courses ici, il faut avoir moins de 7,50 € par jour pour se nourrir. Confrontés à ces situations difficiles, les bénévoles tentent une approche plus large du problème. L'Agorae, elle se veut à la base être la solution pour pallier à tous les besoins des étudiants sans qu'ils aient à dépenser le moindre sou. Et ça nous permet aussi du coup, de savoir, par exemple, si sur le logement, par exemple, ils payent 500 € de logement alors qu'ils pourraient en payer 260, savoir comment on pourrait faire un lien, par exemple, avec le Crous ou avec un autre organisme pour pouvoir aider à payer moins cher. La santé, notamment, est une préoccupation qui passe après tout le reste. Un étudiant sur 5 ne va pas chez le médecin faute d'argent. Aurélie, elle, n'a pas eu le choix. Après 3 ans sans se soigner les dents, elle a dû aller d'urgence chez le dentiste. Je ne peux pas forcément prendre beaucoup de fruits et légumes, je ne peux pas forcément bien manger et tout, parce que ça va dans les frais des soins dentaires, etc. Une fois que j'ai tout réglé, je suis à quasiment moins 200 en fait. Du coup, c'était un petit peu le recours pour pouvoir m'en sortir. Face à une demande grandissante, Agorae est en négociation pour ouvrir une 2e épicerie sur un autre campus lyonnais. Partout en France, le budget des étudiants a fondu. Ils ont perdu 100 € de pouvoir d'achat en 10 ans. 60% d'entre eux estiment être en difficulté financière. Voilà, 60% des étudiants qui estiment être en difficulté financière. Brigitte Bourguignon, quand vous voyez ce reportage, vous dites quoi ? Vous l'avez abordé par le biais de l'épicerie solidaire qui est née à Lyon. Et tout ça, c'est un travail que je connais bien parce que j'ai créé une des premières épiceries solidaires dans le Pas-de-Calais. Et parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de devoir aller quémander pour manger. Et ça m'avait toujours glacé de voir ces gens faire la queue. Vous parliez des réseaux associatifs, heureusement qu'ils sont là pour le faire. Mais c'est vrai que c'est difficile à voir quand même une file d'attente de je ne sais combien de personnes avec des enfants par la main. Vous savez bien que ça va reproduire un modèle après que d'aller dans un système aussi peu digne finalement pour distribuer ce qui vous nourrit. Et je trouvais que montrer au moins ce que vous pouvez acheter dans une épicerie solidaire ou même ne pas l'acheter, mais donner l'illusion que vous l'achetez, ça redonne une forme de dignité aux gens. Et ça nous amène à ce
à ce qu'en France, ça a toujours forgé un petit peu le regard qu'on a sur la pauvreté. Très longtemps, on l'assimile encore beaucoup à de la charité. Et le temps qu'on n'aura pas changé ça de l'état d'esprit de beaucoup de gens qui voient ça comme de la charité, comme du c'est déjà pas mal ce qu'on a donné, ce truc de c'est déjà pas mal. Moi, je l'ai entendu pendant 15-20 ans. Ça m'a toujours heurté. Ça veut dire qu'on peut vous donner des choses périmées parce que c'est déjà pas mal. On peut vous donner des meubles cassés parce que c'est déjà pas mal. On peut vous donner des fringues rapiécées parce que c'est déjà pas mal. Et il faut sortir de cette logique. Il y a des tas de choses et des initiatives aujourd'hui qui sont menées pour faire en sorte qu'on distribue, on donne des vêtements. Il y a des choses qui se font, mais de manière très digne. Et c'est un nouveau regard qu'il faut avoir. Il y a plein d'initiatives, il faut les recenser. Je suis sûre qu'on peut tous y arriver. Et là, le réseau associatif est très important. Il faudrait qu'ils arrivent à se recenser. Parce Exactement. Que je comprends pas, moi. Attendez, je suis pas toute jeune. Ça fait plus... Mon histoire, ça fait quand même plus de... Je sais pas combien d'années que depuis l'âge de 44 ans, j'ai un logement. Mais depuis, j'ai beaucoup vieilli. Excusez-moi, depuis mes 18 ans, j'étais à la rue. C'est les mêmes associations en place et elles n'arrivent pas encore à se réunir, quoi. Et je voulais vous dire par rapport à ce que vous venez de dire, je vais rebondir. Et les HLM, c'est pas pareil. Pourquoi un pauvre doit toujours dormir avec ça dans sa cuisine? C'est la même chose que ce que vous venez de dire. Par rapport... Je voulais revenir aux étudiants, Christophe Robert. Est-ce que c'est une catégorie menacée par la pauvreté, les étudiants aujourd'hui? Les étudiants, quand même, c'est... Les étudiants, c'est pas une catégorie, donc il y a des étudiants pauvres. Ouais. Mais on voit bien que votre reportage, il y a quand même un sujet qui est majeur. C'est que, effectivement, je partage l'analyse sur laquelle on mettrait bien les gens dans ces cases-là, charité, débrouillez-vous, prenez ça, c'est assez insupportable. Mais il faut bien qu'on prenne conscience d'une chose. C'est qu'en fait, c'est pas seulement un état à un moment, la pauvreté. C'est que dans le reportage, qu'est-ce qu'on entend? Une jeune fille qui dit « je me soigne pas ». Elle ne se soigne pas, ça va pénaliser la suite. Nous, ce qu'on voit à la Fondation, dans ceux qui viennent nous demander des aides, c'est qu'il y en a qui vont devoir tellement travailler pour se payer leur logement qu'ils vont être en échec dans leur parcours scolaire. Donc, ce n'est pas simplement, à un moment de leur vie, une fragilité où on pourrait se dire bah ouais, mais c'est normal, les étudiants, il faut qu'ils galèrent, tout le monde a été dans une petite chambre de bonne, etc. Non, on est arrivé à un moment où une partie des étudiants vont se mettre en échec dans leur parcours. Et sur la question, effectivement, du regard... Et de comment on doit considérer cette chose-là. Nous, c'est vrai que, par exemple, on fait un festival culturel qui s'appelle C'est pas du luxe, pour dire, la culture, c'est pas du luxe. Même quand on est à la rue, même quand on n'a rien, eh bien, on peut faire du théâtre, on peut faire du beau, on peut produire quelque chose. Et ce festival qu'on va refaire en septembre prochain à Avignon, où on crée des productions culturelles avec des artistes de qualité, c'est justement pour dire, attention, changeons de regard. Et tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui est dit SDF, ou sans domicile fixe, ou je sais pas quoi, qui va monter sur scène et qui va être brillant. Et il va bousculer le rapport avec les travailleurs sociaux. Il va bousculer notre regard sur la précarité. Et on va se dire, comme à chaque fois qu'on présente des films avec la Fondation Abbé Pierre sur les situations des personnes qu'on aide, les gens nous disent, non mais c'est pas vrai. Cette personne-là, aujourd'hui elle est dans cette situation-là. Ben oui, mais parce que ce sont tous des gens, des humains qui ont eu un passé, qui ont envie d'avoir un avenir et qui sont dignes comme tout le monde. Et donc, ça déshumanise les chiffres, effectivement, de dire 4 millions de mal logés, etc. Mais derrière chaque histoire, il y a une diversité, une richesse très forte. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on réapprenne à intervenir sur la pauvreté, intervenir sur la lutte contre les inégalités. Et il y a des enjeux de redistribution et de protection sociale, je suis d'accord. On a parlé de la santé dans ce reportage, hein. Des refus de soins, faute d'argent. Est-ce qu'il faudra, Brigitte Bourguignon, payer plus aujourd'hui? En ce moment, on vote le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faudra payer plus pour se soigner moins aujourd'hui? Je ne pense pas. En tout cas, on fera en sorte que ça n'arrive pas, puisque je pense que les personnes en situation de pauvreté ne sont pas du tout visées par aucun plan qui viendrait à réduire les dépenses de santé. Je rappelle que les personnes qui sont en CMU restent en CMU, les personnes qui sont en ALD restent en ALD. Enfin, il y a des systèmes qui protègent. Mais CMU, voilà. Couverture médicale universelle. Mais il y a des personnes qui restent dans ces systèmes et on ne les remet absolument pas en question. Quand on dit qu'on fait attention aux chiffres en sécurité sociale, ce n'est pas du tout cette question qui est abordée. Mais je crois que depuis quelques années, effectivement, sur les régimes étudiants, il va falloir qu'on soit beaucoup plus vigilant et il y a un plan qui va arriver et qu'on regardera de près aussi parce que ces étudiants,
dans ce plan, stratégie. Moi, je préfère entendre parler de stratégie que de plan, vous savez, parce que les plans, j'en ai vécu des plans. Et on peut toujours décréter et dire des droits A et des droits... Encore faut-il que ces droits soient réels, et ils ne le sont pas toujours. Donc après, passer de l'incantation au réel, je préfère. Donc je préfère les stratégies. Et les stratégies qui veulent éradiquer la pauvreté, mais y travailler dès l'enfance. Et vous le disiez tout à l'heure, madame, et vous aviez entièrement raison, c'est dès l'enfance qu'il faut travailler. Donc c'est culturel et c'est éducatif aussi. Pierre Dharréville, l'accès aux soins, ils sont nombreux à ne pas vouloir aller soigner, faute... À ne pas vouloir, c'est pas une question de volonté, mais parfois oui. Faute de moyens. Le renoncement aux soins dans ce pays est quand même assez important. Il faut bien mesurer ça. Et il y a des inégalités en termes d'accès à la santé auxquelles il faudrait s'attaquer, parce que je pense, moi, quand même, y compris dans la manière dont on envisage le budget de la sécurité sociale, ça va avoir un impact sur ce sujet-là. Parce que, vous voyez, le tiers payant à la généralisation a été repoussé par le gouvernement. C'est mauvais signe. Ça a un impact. Par exemple, bien sûr, ceux qui en ont le plus besoin, c'est cela. Mais juste pour terminer, si vous permettez, je pense, y compris que la disparition d'un certain nombre d'hôpitaux de proximité va renforcer les difficultés d'accès d'un certain nombre de gens aux soins, aux premiers soins, et qui effectivement empêche parfois que la situation s'aggrave et qu'on se trouve dans une situation encore plus difficile. Voilà. Donc voilà, peut-être pour répondre à ça. Mais la deuxième chose, moi j'étais frappé par la manière dont vous avez parlé, parce que les personnes qui sont en situation de pauvreté, elles ont des choses à dire. Elles sont capables de s'exprimer, de porter des revendications, des batailles, etc. Et je crois que les associations qui travaillent sur cette question-là en ont pris conscience beaucoup ces dernières années, et comme vous le faites, justement s'attachent pour beaucoup à leur donner la parole, à leur permettre d'intervenir dans le débat, y compris dans le débat politique. Et ça, c'est une question, à mon avis, qui est absolument décisive. Et je veux dire au passage que ces associations, qui font un travail remarquable, mais c'est très bien, et il faut le dire, mais sauf qu'il ne suffit pas de le dire. Et elles nous le reprochent, y compris parfois, quand on leur dit c'est formidable ce que vous faites. Parce que ce qui est insupportable, c'est que chaque année, elles se trouvent dans l'impossibilité de faire face aux besoins nouveaux qui existent, à la pauvreté qui grandit. Et je ne sais pas comment ça va évoluer dans les temps qui viennent. Parce qu'avec la suppression des contrats aidés, j'espère qu'elles ne seront pas impactées. J'espère. Pour l'instant, j'ai eu au téléphone avant ce débat un certain nombre de responsables qui n'ont pas d'assurance. Voilà. Elles sont impactées. Alors, très fortement. Alors là, je voudrais rebondir sur un truc, mais je suis trop contente, c'est la première fois, enfin, que je vais pouvoir le dire. Vous voyez, Brigitte, la façon dont vous avez parlé tout à l'heure, après ce reportage, je vais vous dire un truc. Vous pourrez faire replay. J'ai rien compris. Et la première exclusion, ça commence par le langage. Eh bien oui, parce que, et ce langage-là, on le retrouve chez les travailleurs sociaux. Et c'est comme ça que souvent les gens, ils ont des droits, ils comprennent rien, et ils disent « Putain, j'ai rien compris, paf ». Mais retrouvez-vous en replay, je vous assure. Vous savez, quand elle a répondu à la question sur les soins, rappelez-vous des mots. Je vous jure, moi j'ai pas fait bac plus 7. Hein. Je vous jure, Brigitte, je suis sûre que vous interrogez n'importe quelle personne de mon niveau, il n'a pas compris. Attendez, j'ai dit CMU, il me semble que les gens savent ce que c'est que CMU. Après, vous avez parlé, c'est pas grave. On va avancer. En tout cas, ça fait 25 ans que je reçois des gens, ça commence par le langage. Et ça, c'est très important de le dire. Je vais dire un truc. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans l'exclusion. Oui, alors moi, je vais vous dire, madame, j'ai un immense respect pour les usagers, pour les gens avec lesquels je travaille, pour les personnes accompagnées. Et je suis présidente du Haut Conseil du Travail Social, dans lequel j'ai mis, moi, je suis la première à avoir fait intervenir des travailleurs sociaux, mais aussi des personnes accompagnées dans les dispositifs. Et ils font partie maintenant des instances nationales du Haut Conseil du Travail Social. Ça n'était jamais arrivé. Donc ils me comprennent très bien, je les comprends très bien et je vais travailler avec eux. Alors c'est pas parce que j'ai dit ALD une fois, c'est voilà, non, c'est le reste. Je vous ai dit votre syntaxe. Enfin, bref. Il y a plus grave. Je crois être simple dans la vie. Vous avez parlé de la CMU. Est-ce que la couverture maladie universelle, ça marche? C'est Martine Aubry, je crois, qui l'a lancé. La loi contre les exclusions. Oui. Est-ce que je peux, je m'excuse, est-ce que je peux dire un mot parce que du coup j'ai pas eu l'occasion de j'ai parlé de la santé mais pas des jeunes, des étudiants. Oui, allez-y. Et juste un mot, moi je pense qu'il faudrait faire avancer une idée dans la société aujourd'hui parce que nous voyons bien effectivement qu'il y a de nombreux étudiants qui se trouvent dans la pauvreté, mais de nombreux jeunes de manière plus générale qui sont de plus en plus touchés également. Et une idée
a fait son chemin, qui est celle d'une allocation d'autonomie pour la jeunesse. Moi, je crois qu'il faudrait remettre ce sujet sur la table, qu'il faudrait en parler, parce qu'il me semble que c'est une piste d'avenir. Allocation d'autonomie pour la jeunesse. Oui, alors je crains que, les discussions qu'on a eues aujourd'hui avec le gouvernement, on s'en soit loin, mais on y serait très favorable. Si à minima, on pouvait avoir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment prenons conscience que les jeunes de 18 à 25 ans dans ce pays, qui sont en décrochage familial, c'est-à-dire qui sont virés de chez eux, ils ont zéro. Dans les lieux d'accueil de jour qu'on voit à la Fondation Abbé Pierre, on se retrouve avec des jeunes, ils n'ont rien du tout. Et c'est exactement pour les raisons qu'évoquait Mme Bourguignon, qu'on ne l'a jamais fait. Déjà en 88 recards sur le RMI, parce qu'on disait, oh là là, on va habituer les jeunes à être dans une logique d'assistance. Non mais attendez, on est en train de parler de besoins de première nécessité dans un pays 5e, 6e puissance économique du monde. Donc, bon, la garantie jeune a été mise en place, c'est une garantie qui aide aujourd'hui un certain nombre de jeunes. Peut-être que ça peut passer par l'extension de cette garantie jeune. Et plus globalement, je partage votre analyse, la question d'augmenter le RSA. Le précédent gouvernement a augmenté 10% en 5 ans le RSA. C'est pas beaucoup, mais c'était quand même une logique qui disait oui, il y a des besoins. Et là, qu'est-ce qu'on voit le gouvernement? Il augmente l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, qui est très bien. Mais on a l'impression que ça donne un peu l'illusion. C'est le RSA en moyenne pour une personne, c'est combien? C'est 400 524 €. 524 à peu près. 524 €. À peu près 24, oui, je crois. Après, ça dépend si vous avez forfait logement, etc. Mais ça peut être à 460. Revenu, solidarité active. Ouais. Ancien RMI. Nouveau, et donc, il a remplacé le RMI. Voilà. Quand on a rencontré le président de la République pour la question d'une stratégie sur la pauvreté, bon, on nous dit, ouais, mais il n'est pas question pour le moment de parler des revenus des plus pauvres ou des personnes en situation de fragilité. Il ne faut pas qu'on rentre dans cette logique qui consiste à dire simplement parce qu'on va tendre la perche par un système de premier de cordée ou je ne sais pas quoi, que tout le monde va réussir à suivre. Il y a des gens qui ont été victimes de difficultés très importantes dans leur vie, parce qu'ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils ont été victimes de violences, parce qu'ils ont tenté pendant 10 ans de remonter la pente, et ils se sont pris des taquets, et parce que les obstacles, parce que ceci, parce qu'ils sont usés par un certain nombre de choses. Ils ont quand même envie, ils ont encore plein de choses à nous dire et à faire. Mais il faut accepter que ça ne va pas faire avec un simple claquement de doigts, et pouvoir les remettre sur les rails de l'emploi, du logement, etc. Il va falloir les écouter, il va falloir comprendre où ils en sont, comment on peut les aider à partir de là où ils en sont. Et donc j'espère que, en vous entendant, parce que c'est ce que vous disiez aussi, me semble-t-il, c'est quelque chose qu'on va réussir à faire prendre conscience pour la stratégie pauvreté, dont les conclusions doivent être apportées dans 5-6 mois, dans cette consultation qui a été lancée la semaine dernière par le président de la République. Il faut écouter les gens, et on comprendra vite que c'est loin d'être des fainéants, des gens qui ne veulent pas bosser, des gens qui ne veulent pas ceci, des gens qui ne veulent pas cela. Alors dans cette émission, on a l'habitude de donner la parole à ce qu'on appelle nos sentinelles citoyennes. On a aujourd'hui donc Jean-François Pétain, il est kinésithérapeute au SAMU social de Paris. Jean-François, votre quotidien, c'est quoi? Alors, mon quotidien, je me suis engagé au SAMU social de Paris en tant que bénévole il y a 2 ans. Et je me suis tout de suite et rapidement appuyé sur une association qui s'appelle Kinésithérapeutes du Monde, KDM, qui fait des missions à l'étranger. Et je leur ai dit, écoutez, il faut monter une mission sur Paris parce qu'il y a trop de pauvreté, il y a trop de gens dans la rue, il faut faire de la rééducation. Parce que pour moi, il était important qu'au niveau rééducation, on redonne un petit peu de dignité aux gens et surtout, un mot qui n'a pas été prononcé jusqu'à présent, leur apporter de l'affectivité. Et moi, j'ai des outils merveilleux. Moi, j'ai ma main qui va permettre d'apporter justement cette affectivité. Et j'ai d'autre part la rééducation qui permet de passer les gens de la position assise à debout et donc leur permettre une meilleure réintégration. Donc, le SAMU social a très rapidement compris ce message-là et il m'a engagé d'une façon bénévole. J'y travaille 2 fois par semaine où je travaille avec des gens qui ont des droits et qui n'ont pas des droits, parce que je vous entendais parler de CMU, d'AME, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas de droits, et à partir du moment où je suis kinésithérapeute bénévole dans le SAMU social, ça me permet de travailler avec des gens qui n'ont pas de droits, qui n'ont pas d'accès aux soins nulle part. C'est ça qui est important. Jean-François, est-ce que vous aviez une question à poser à nos invités? Vous avez 2 élus. Oui, je rebondirai sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure, je me suis accoudé à une association. Oui. Le tissu associatif
n'est pas suffisamment aidé. Le SAMU social est une énorme maison qui fait des choses merveilleuses, qui a des moyens, mais effectivement, c'est toujours limité. Mais vous avez des tas d'associations, je vous ai parlé de KDM, mais il y en a des tas d'autres. Plus petites. Qu'il faut aider, voilà, et qui travaillent beaucoup avec des bénévoles, comme moi. Et ces gens-là manquent de moyens, ils manquent cruellement de moyens. Et si on ne veut plus avoir ces gens dans la rue, il faut taper au niveau de ces associations. C'est ça, il faut trouver, politiquement parlant, je ne sais pas de quelle façon, aider ces gens-là. Indispensable, voilà. Indispensable. Donc ces acteurs de la lutte contre la pauvreté. Merci Jean-François Pétain pour votre témoignage. Éliane Dumont, j'ai entendu deux mots, hein, dignité et affectivité aussi. Oui, mais j'entends complètement ce qu'il dit, puisque moi, une fois que enfin j'ai eu un logement, en effet, je suis passée par... Donc vous avez eu un logement, vous n'avez pas eu de logement, donc 44 ans, à 44 ans, j'ai eu mon de premier... 18 à 44 ans, vous étiez sans logement. Enfin, j'ai fait les centres d'hébergement, il y a des mecs qui m'ont ouvert les portes pour les mauvaises raisons, enfin, je vais pas vous raconter, c'est la rue, hein, voilà, on se démerde, quoi. Les squats, Emmaüs, Secours Populaire, enfin bref. Mais en tout cas, moi, j'ai eu en fait, parce que, évidemment, votre corps, il est abîmé. Vous imaginez, quand vous avez vécu, vous avez bu, enfin, les gens vous ont monté dessus, vous imaginez bien que dans votre tête, c'est pas... Et en effet, moi, j'ai passé par les soins d'un kiné, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais pour avoir accès à ça, il fallait déjà que dans ma tête, ça fasse le chemin. Est-ce que vous croyez que dans la rue, on se dit, tiens, je vais aller voir un kiné? Parce que lui, il parle du SAMU social, c'est des gens qui sont déjà hébergés. Donc ça change la donne aussi. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. J'ai voilà. toujours l'accès à l'information. Voilà, c'est pour ça, moi, je crois beaucoup au savoir. Et c'est pour ça que ATD Carmon, je les adore. Parce qu'ils disent, il faut lutter contre l'ignorance. Mais l'ignorance telle qu'elle soit. Alors moi, je parle beaucoup de culture. Mais moi, si vous saviez le nombre de gens que je rencontre, je fais des maraudes. Les gens, ils savent même pas qu'ils ont droit au RSA. Moi, par exemple, à Paris, bon, je parle de Paris, excusez-moi, je connais que Paris. Il faut savoir qu'à Paris, il y a une école de dentistes qui soigne gratuitement les gens. Mais les gens ne le savent pas. Donc, on dirait que l'info, elle est, comment on dit, elle est... je ne trouve pas le mot. Merde. Voilà, oui, verrouillée. Elle est verrouillée. Vous allez me dire, vous alors, comprenez pas. Non, mais Brigitte, c'était pas méchant. C'était pas méchant. Je n'ose plus dire de mots. Non, mais je veux dire, mais j'ai l'impression que l'info, elle est... Parce que combien de fois, moi, je dis aux gens, parce que moi, je connais bien le milieu du social, hein, je dis, mais ton assistante sociale, elle t'a pas dit ça? Ben non. Alors, vous voyez, je me pose quand même de nombreuses questions, quoi. Allez, on poursuit. On a parlé donc des étudiants, on a parlé de l'accès aux soins. Parlons du logement. Je voulais que vous regardiez ces images. Hein. C'était la semaine dernière aux abords de l'Assemblée nationale. 3000 personnes selon les organisateurs, 1500 selon la police, des représentants et salariés d'organismes HLM d'Île-de-France. Ils protestent contre le plan logement du gouvernement, une baisse de 1,7 milliard d'euros de la dépense publique dans le logement social, une baisse en grande partie via une baisse des loyers imposés aux bailleurs sociaux. Ils dénoncent entre autres le risque de ghettoisation. On écoute et on réagit juste après. Nous, on n'est pas pour un HLM pour les pauvres, on est un HLM avec la mixité sociale. Ce que veut M. Macron, c'est complètement réorganiser le marché immobilier en faisant des ghettos de pauvres et en mettant les gens dans des cases par rapport à leur situation financière. Cette réforme, elle a deux effets pervers. C'est qu'elle pénalise les offices qui accueillent le plus de populations modestes, parce que plus vous avez de gens à l'APL, plus vous êtes impacté par la réforme. Et si on est cynique jusqu'au bout, eh bien à terme, les offices, comme les ESH, arrêteront d'accueillir des locataires éligibles à l'APL, parce qu'à chaque fois qu'ils accueillent un locataire à l'APL, ils perdent de l'argent parce que l'État leur ponctionne. Donc aujourd'hui, on est sur une réforme qui est à la fois injuste et qui a des effets absolument désastreux sur les populations les plus fragiles. Pierre Dharréville, pourquoi ils manifestent, les organismes HLM? C'est plutôt une bonne nouvelle, la baisse des loyers? Non, mais le problème, c'est que cette baisse des APL de 5 euros, dont on nous avait dit au départ que ce n'était pas grand-chose, mais c'est considérable pour des gens qui sont dans des situations de pauvreté, elle va être répercutée sur les organismes HLM eux-mêmes. Or, nous savons bien qu'il y a d'abord besoin de construire des logements dans ce pays, il y a besoin de les rénover beaucoup, et ce qui est en train de se passer, ça va obérer la capacité des organismes HLM à faire le travail qui est le leur, et y compris entretenir l'existant. Il y a des programmes aujourd'hui de rénovation dont on sait qu'ils risquent d'être abandonnés. Je rencontrais un directeur d'office HLM dans les Bouches-du-Rhône il y a quelques jours qui me disait on est même presque menacé de mettre la clé sous la porte. Il n'y a pas d'argent à prendre du côté des HLM, c'est pas là qu'il est l'argent. Là, on se trompe de cible, je crois.
Dit qu'ils ont une cagnotte quand même. Non, mais l'argent qu'ils ont, il faut Bourguignon. qu'ils l'utilisent. Il faut qu'ils l'utilisent pour faire les rénovations dont les habitants, d'ailleurs, parfois, ils sont obligés beaucoup de revendiquer. Pour parler avoir ça, des rénovations. Brigitte Bourguignon. Oui, d'ailleurs, vous venez de dire exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que oui, il y a des bailleurs sociaux qui ont peu de moyens, mais il y en a qui ont d'énormes moyens. Et il y en a qui n'ont pas investi dans la rénovation des logements de leurs locataires, dont aujourd'hui, ils propagent une espèce de... Ils essaient d'être très anxiogènes avec leurs locataires, parce que là, il y a de l'argent. Hein, parce qu'il y a eu de l'argent cette semaine pour faire des campagnes. Il y a eu, par exemple, rien que sur Paris, 200 000 courriers envoyés à des locataires. Je trouve que c'est dommage, parce que quand on leur dit que, par exemple, on a un problème d'ascenseur, là, les gens ils peuvent attendre 2 ans. Mais par contre, pour aller leur dire, excusez-moi, il y a eu quand même des courriers d'envoyer à tous les locataires, je trouve que c'est quand même, avant même que les chiffres n'arrivent, ou avant même que les prévisions, tout à coup, le bâtiment s'arrête. Donc moi, je ne peux pas croire ça. Il y a un plan stratégique pour le logement qui va être mis en place. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne m'occupe pas du logement. C'est scandaleux. Si c'est vrai, c'est scandaleux. Bien sûr que c'est scandaleux. Mais c'est comme ça. Qu'il y ait des cagnottes, moi, comme vous dites, qui ne servent pas à rénover. Non, mais à quoi servent-elles ces cagnottes ? C'est pas à moi de le faire, mais ça viendra. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une stratégie. Personne ne peut s'arroger ici. Je n'imagine pas. Enfin, le gouvernement n'est pas là pour faire en sorte que tous les bailleurs sociaux s'écroulent, que les gens se retrouvent dans la rue et qu'on ne peut plus se reloger les gens. Il faut quand même être raisonnable et arrêter de dire des choses totalement aberrantes et anxiogènes en ce moment. Donc j'aimerais bien qu'on revienne au calme et qu'on se dise, voilà, il y a un plan stratégique pour le logement qui va arriver. Je crois que vous en parlerez d'ailleurs mieux que moi. Et puis il y a un moment où il faut construire du logement. Il en manque. Il y a encore plein de communes qui se sont beaucoup exonérées de faire construire des logements sociaux, et vous le savez, et elles préfèrent payer des amendes plutôt que de faire du logement social. La mixité n'est toujours pas au rendez-vous. Aller dans les banlieues, ça suffit, on peut le voir. La mixité n'est pas là. Ça fait 20 ans qu'on en parle. La mixité sociale. La mixité sociale, et c'est quand même aussi toujours lié à cette question d'éducation, de culture, qu'on ne fait pas dès le plus jeune âge. Et tout ça est lié, vous savez, le logement est lié à toutes ces questions-là aussi. Mais les offices HLM, ils ont raison d'informer les habitants sur les réformes qui sont mises en œuvre et sur les conséquences que ça va avoir pour leur vie quotidienne. Christophe Robert, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Brigitte Bourguignon ? De quoi parle-t-on quand on dit qu'on fait une baisse de 5 € des APL, plus un gel des APL pour 2018, comme c'est annoncé dans le projet de loi de finances qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale? C'est tout le monde qui va être pénalisé. Les 6,5 millions de ménages, 13 millions de personnes parmi les plus pauvres et les plus modestes. Quand on gèle les APL, c'est tout le monde qui en prend. Ça, c'est les 5 € et le gel. Quand on supprime, comme ce gouvernement le prévoit, l'APL accession à la propriété, on empêche les personnes d'accéder à la propriété, c'est 200 millions d'euros supprimés dans le budget cette année, d'accéder à la propriété dans des conditions sociales pour des personnes un peu plus fragiles. Ça, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi de finances 2018 qui pose un vrai problème. Après, pour les HLM, on dit, c'est pas 5 €, c'est 50 €, 60 €, 70 € de baisse d'APL, et en compensation, on va baisser les loyers, on va leur demander de baisser les loyers. Alors, d'abord, pour les ménages, ça va rien changer. Puisque c'est d'un côté on vous baisse l'APL, d'un côté on vous baisse le loyer. L'idée c'est que ça soit $1 pour les ménages. Alors déjà on protège un peu les ménages, d'accord ? Simplement, il faut surtout être très vigilant de ne pas fragiliser un dispositif, un modèle économique de logement social qui fonctionne depuis 100 ans, qu'on voudrait exporter à l'étranger, en Europe, partout parce qu'il est excellent. Et les deux outils de la protection sociale dans le logement, en France c'est quoi ? Les APL, le logement social. Alors, si toutefois il y avait de la marge chez les bailleurs sociaux, eh bien, renforçons la mutualisation qui était mise en œuvre depuis 5 ans, qui marchait bien, ou ceux qui construisaient peut-être pas assez, aller donner des moyens à d'autres pour construire. Voilà, je crois que c'est en cours de négociation entre les HLM et le gouvernement pour trouver une meilleure formule, mais attention à ne pas faire une réforme qui empêcherait de continuer à construire du logement social, qu'il faudrait qu'il soit moins cher en plus, à rénover dans les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville. Et donc voilà, donc il y a eu quand même une séquence un peu inquiétante, voilà. Mais ça a été fait de manière un peu agressive, uniquement pour faire baisser d'1,7 milliard la dépense publique. Donc voilà, j'espère que ça va se recaler dans l'esprit de... Là, on parle du mot HLM, HLM, logement social. Mais en fait, ce mot, c'est... Mais en fait, c'est pas du tout social. Moi, quand j'ai eu mon premier studio, à 44 ans, on m'a demandé de prouver que je gagnais 1 800 € net par mois, alors que je n'avais pas de logement. Bon, voilà, je me suis démerdée.
Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien que les gens comprennent. Et Brigitte, c'est pas vous qui allez... HLM, ça veut rien dire. Il y a les HLM pour les pauvres, les HLM pour les riches et pour les très riches. C'est pour ça qu'il y a tant d'élus dans les HLM. Mais le logement social pur, il y en a quasiment pas. Habitat à loyer modéré, oui, c'est ça la division. Ce que ça veut dire. Voilà. Mais, Brigitte, vous confirmez ce que je dis. Pour qu'on soit clair. Voilà. Là où vous avez raison, c'est que depuis 10 ans, ce qu'on construit en logement social est souvent trop cher pour les plus pauvres. Voyez. Et donc nous, on était plutôt favorable à dire mutualisons les ressources pour pouvoir des HLM et mettons des appels dignes de ce nom pour pouvoir compenser, mais mutualisons pour pouvoir faire sortir du logement social moins cher. Mais là, c'est pas ça qu'on a fait. On a dit il faut baisser les APL parce que ça coûte trop cher les APL. Et après, on a essayé de trouver un moyen de compenser. Mais il n'y a pas plus. Du logement dans le budget des ménages est trop élevé aujourd'hui pour beaucoup. Et donc, il faut s'attaquer à ça. Parce qu'il y a aussi les loyers qui ont grimpé considérablement. Et quand on arrêtera cette surenchère aussi, peut-être ça ira mieux. Encadrement des loyers. Encadrement des loyers, si vous voulez. Oui, peu importe. Mais en tout cas, la mutualisation dont vous parlez, c'est à ça qu'on veut arriver. Parce que vous avez des petits offices qui, là, effectivement, tirent la langue. Les offices municipaux. Peut-être faut-il arrêter avec cette gestion-là. Parce que, vous voyez, elle est trop municipalisé, si j'ose dire, par endroit. Et il va falloir qu'on ait des offices un peu plus percutants. Bon, moi, j'entends ce qui s'est dit. C'est pas une garantie d'efficacité, de réponse aux besoins des gens. Le gouvernement, le plan est celui-ci. Et quand on dit... Alors moi, je trouvais idiot qu'on annonce une baisse d'APL comme ça, ou de manière aussi brutale. Parce que oui, c'est une brutalité. Et j'aime pas la brutalité des deux côtés. Je n'aime pas non plus qu'on dise aux locataires aujourd'hui, vous allez, attention, alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. C'est une erreur. De venir leur dire on va plus faire ci, vous n'allez plus avoir de logement, on va plus... Enfin franchement, que chacun revienne un petit peu dans un vrai discours d'honnêteté intellectuelle et que chacun se mette autour de la table, comme vous le disiez, pour mutualiser ses moyens et qu'on parle, mais qu'on n'aille pas mettre de l'angoisse sur de l'angoisse aux personnes qui habitent ces logements actuellement. Mais vous avez raison aussi. C'est un débat politique sur les loyers. Non mais attendez, aujourd'hui, les logements sociaux, moi j'en connais beaucoup, il faut avoir 2 salaires. Oui, mais c'est vrai ça. Donc on ne s'adresse pas, à la pauvreté. C'est sûr que si c'est dans le 93, au fin fond du 93, ça coûte pas cher. Nous on en finance aussi. C'est même donné, exact. Vous savez, on finance via les associations à la Fondation Abbé Pierre du logement social dans le centre-ville bien situé pour les plus pauvres. Ça marche aussi. Donc le problème, c'est qu'on a appréhendé ça. Il y a 4,5 millions de logements sociaux en France. Et on a appréhendé ça en disant... Un peu comme on dit, allez, les pauvres, c'est des assistés, les bailleurs sociaux, c'est des riches. C'est faux, c'est faux. Alors, si jamais il y avait des marges, non, pas vous, mais si jamais il y avait des marges, il faut réfléchir avec les bailleurs sociaux à trouver les solutions, de bien les utiliser. Par exemple, la rénovation des logements pour que ça coûte moins cher en charge, la construction de logements pour vraiment à bas loyer, parce que c'est ça dont on manque. Enfin... Et là, je trouve quand même, je vous le dis, mais on l'a dit au président de la République, on était samedi à la manifestation dont vous avez fait écho là, je pense que la méthode n'était pas la bonne. Il faut se mettre autour de la table, il faut discuter, il faut travailler ensemble. C'est quand même trop grave ce dont on est en train de parler. Pauvreté, personne à la rue, jeunes étudiants qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pas marrant, enfin, on n'est pas en train de parler de voiture, quoi. Toujours sur les organismes HLM, donc on a peur d'être asphyxiés financièrement, le gouvernement qui leur dit, vous avez qu'à vendre vos logements à vos locataires. Vous dites quoi? Moi, personnellement, même s'ils me le vendaient, je pourrais pas l'acheter. Voilà. Mais honnêtement. Oui, comme beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu débile, quoi. Sauf certains élus de la République qui, eux, ont sûrement les moyens de pouvoir s'acheter leur appartement HLM. Mais des gens comme moi, non. Si, il y a certains élus, attendez. Sur la vente de logements sociaux, qu'est-ce qui se passe? Depuis des années, on en vend entre 6, 7, 8 000. Ce qu'il faut à tout prix, donc quand le gouvernement dit on voudrait en vendre 40 000, c'est en gros, je ne veux pas mettre des moyens. Donc pour qu'ils puissent continuer à construire ou réhabiliter, c'est par la vente. Mais déjà, on perd du logement social en faisant ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il ne faut surtout pas vendre les plus pourris à ceux qui n'ont rien, parce que ça va les mettre en difficulté pour l'avenir. Donc si on met toutes les conditions, et je n'ai pas le temps de les énumérer, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, que les bailleurs sociaux le font déjà, à hauteur de 7-8 000, passer à 40 000, attention à ne pas créer les copropriétés en difficulté de demain. On sait déjà qu'il y a 1 million de logements en copropriété en difficulté dans lequel parfois les pauvres s'engouffrent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors, ils achètent un logement très peu cher, mais souvent c'est une catastrophe pour eux, pour leur
pour leur avenir, en quelque sorte. Donc soyons prudents sur cette vente. Et la logique du tous propriétaire ne répond pas aux enjeux dont on est en train de parler. Non. Bien sûr. Alors, je vous le disais en titre, dans la lutte contre la pauvreté, le gouvernement donc, veut investir socialement dans la jeunesse. Emmanuel Macron veut cibler ses efforts sur l'enfance et la jeunesse, avec pour objectif à l'égalité des chances. Il a rencontré les acteurs de la lutte contre la pauvreté la semaine dernière, dont vous, Monsieur Robert. On écoute la ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, qui fait le point sur les actions prévues par le gouvernement, et on réagit juste après. La concertation devrait se faire dans les 6 mois qui viennent avec tous les acteurs, de façon à renouveler notre approche de lutte contre la pauvreté et voir si nous pouvons investir socialement dans notre jeunesse, éviter que les jeunes pauvres d'aujourd'hui ne deviennent les pauvres de demain, favoriser l'égalité des chances, favoriser une approche préventive, de lutte contre l'exclusion, une approche préventive vis-à-vis des publics les plus précaires qui tombent dans la pauvreté, et favoriser également une approche plus personnalisée des parcours de ces personnes qui essayent de sortir de la pauvreté. Ça va déboucher sur quoi cette stratégie du président? Une loi? C'est mystérieux. C'est mystérieux. Concertation, nomination d'un délégué interministériel. Allez-y, vous bousculez pas, Christophe Robert. Non, franchement, je pense le silence. Oui, veut tout dire. Alors non, parce qu'il y a deux choses. Cette concertation, on va y aller pour essayer de pousser des idées, parce qu'il faut, voilà. Il faut faire avancer. On ne peut pas continuer à avoir 1 million de pauvres de plus en 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux pour ce pays. Il faut réfléchir aux protections. Donc, pendant 6 mois, il va y avoir quand même une légère baisse du taux de pauvreté. C'est ce que nous dit l'INSEE en 0,2%. Voilà, en 2016. Franchement, 9 millions de pauvres, ça a été dit tout à l'heure. Mais ça, c'est les indicateurs de l'INSEE. Il faut les commenter. Simplement, quand même, ce qu'on a compris, c'est que le gouvernement veut arrêter la reproduction de la pauvreté. Par exemple, en investissant dans le milieu scolaire. Moi, je pense qu'il y a une mesure qui a été très bonne de ce gouvernement, c'est par exemple de réduire le nombre d'enfants par classe dans les quartiers de la politique de la ville, là où il y a besoin d'investir dans la jeunesse. Donc ça, par exemple, c'est très bien. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous laisse entendre qu'il ne faut pas que ça coûte plus cher, qu'il ne faudrait pas améliorer du point de vue des ressources des ménages, en tout cas à ce stade. Alors le président de la République a répondu à cette question que je posais. Il a dit, si jamais vous nous proposez des choses bien, il y aura de l'ambition, il y aura des moyens. Alors, nous, on ne veut que croire le président de la République. Sauf que, quand même, il vient d'avoir des actes. Je viens de le dire sur les APL, indépendamment de la question des HLM, la baisse des APL ou le gel des APL, la suppression de l'ISF, la suppression de la fiscalité sur les ressources issues... Enfin bon, vous voyez donc ce qui a donné un peu cette logique de président des riches qui s'est un peu diffusée comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est président des riches, mais en tout cas, il y a eu des mesures immédiates qui ont été prises, qui coûtent à la collectivité et qui ne permettent pas de développer le dispositif de protection sociale. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'attendre 6 mois pour répondre à la question, est-ce que les jeunes, je reviens à cette idée tout à l'heure, les 18-25 ans pourraient bénéficier du RSA ou d'une garantie jeune largement élargie? J'espère que ce n'est pas pour botter en touche dans 6 mois. Si c'est ça, franchement, ce serait très embêtant. Est-ce que c'est la bonne méthode de cibler les jeunes, de saucissonner les pauvres? Parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a les retraités, il y a des personnes seules qui sont pauvres. Non, moi je voulais rebondir sur un truc, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, allez-y. Non, déjà, moi je veux vous dire un truc. L'histoire d'un RSA, d'un matelas pour les 18-25 ans. Ouais. Vous savez très bien, tout comme moi, que la majorité des jeunes qui galèrent entre 18 et 25 ans, c'est des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Pour beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Attendez, moi j'ai fait la rue, même en maraude. Chaque fois que je vois un jeune, tu vois, il faut savoir qu'à l'aide sociale à l'enfance, vous êtes en BTS à 18 ans, dehors le jour de votre anniversaire. Et bien déjà, si là, il faisait un boulot, alors je vois pas comment, tout à coup, le mec, il va se dire, oh bon, on va peut-être faire un petit matelas pour déjà qui s'occupent des gens qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y en a énormément, et je peux vous assurer, quand vous faites des maraudes, chaque fois que vous rencontrez un jeune, il dit tout le temps, je sors de l'aide sociale à l'enfance. Pour les personnes à la rue, c'est beaucoup la plupart, je vous assure. Je sais pas si vous faites des maraudes, mais j'en ai fait. Voilà, j'imagine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut prendre le problème dès la plus jeune enfance. Et même... alors là, moi, vous savez, c'est la première fois, depuis que je travaille dans le social, qu'un président de la République en parle de cette manière, en disant que la vraie stratégie... Alors, c'est pas une stratégie pour dans 6 mois.
Une stratégie, c'est une stratégie. Ça veut dire comment on aborde ce problème dans lequel finalement on a tous échoué pendant ces 30 années. On fait de la réparation. On n'a pas beaucoup parlé de la pauvreté pendant la campagne présidentielle. Non, exactement. On en parlait tout à l'heure. Personne ne s'est emparé du sujet. Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais dès le début, la pauvreté en France, on n'en parle pas. Voilà, c'est un sujet tabou parce que c'est l'échec, finalement. Il ne faut pas le voir, on ne va pas le regarder. C'est comme les vieux, il ne faut pas les regarder non plus. Enfin voilà, il y a un peu ça quand même. On a 2 sujets tabous en France, la mort et la pauvreté. En tout cas, il n'empêche que dans ce sujet, moi j'ai aimé la façon, je vous le dis franchement, je ne suis pas... toujours moi en béatitude, je sais dire les choses parfois, mais là j'ai trouvé que l'angle était intéressant. Et c'est bien une stratégie, c'est-à-dire on investit pour l'avenir. On n'investit pas là pour l'angle, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, les gamins dès le plus jeune âge. Égalité des chances. Et je pense qu'on ne parle pas assez des travailleurs sociaux, ou toujours en mal, mais moi j'en connais plein de travailleurs sociaux qui font hyper bien leur boulot. Il faudrait qu'il y ait des travailleurs sociaux dès le plus jeune âge. On les met au collège. Au collège, ils ont 14-16 ans, le plus grand mal est fait. Quand il doit y avoir de la reproduction de modèles, quand ils ont vécu des choses difficiles, c'est déjà fait. Si on les mettait dès la plus jeune enfance dans les structures, même une crèche aurait besoin parfois d'un travailleur social, parce que le travailleur social, c'est son boulot. Il sait repérer les problèmes de parentalité, les problèmes de diagnostic précoce chez un enfant qui aura des problèmes, mais c'est souvent dû à la pauvreté d'ailleurs. Voilà, moi j'y crois fortement. Donc je crois à ces stratégies dès le plus jeune enfant, parce qu'on évitera les reproductions. Pierre Dharréville, et après on va conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Évidemment, il faut s'occuper évidemment, il faut s'occuper des enfants et des jeunes. Il y a beaucoup d'associations qui luttent aussi contre la pauvreté des personnes plus âgées, qui sont, y compris avec la baisse des pensions de retraite, etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. Il y a les familles monoparentales. Donc je crois qu'il faut évidemment prendre cet angle-là. Et moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'il faut s'attaquer aux racines. Bien sûr, il faut lutter contre la reproduction sociale, mais la pauvreté, elle a des causes dans ce pays. Et dans le monde, la pauvreté, elle est là parce qu'il y a des forces d'argent qui aujourd'hui dominent la manière dont s'organise la société. Donc il faut s'attaquer au capitalisme. Je suis désolé, le communiste que je suis, de vous dire ça. Mais si on ne s'attaque pas à ça, on va essayer de maintenir les choses dans un seuil d'acceptabilité. Et ce n'est pas suffisant. Il faut en sortir, il faut mettre fin aux inégalités. Le communisme n'a pas tout réglé dans le monde. Arriver à 0 sans domicile fixe dans la rue, est-ce possible? Je crois que Nicolas Sarkozy l'avait promis, Lionel Jospin l'avait promis. Vous-même, la Fondation Abbé Pierre, vous dites 0 SDF en 5 ans, c'est possible? Vous en êtes où? Si vraiment les collectivités veulent se mobiliser, si vraiment l'État dit c'est pas acceptable que dans ce pays, il y a encore des enfants, des familles à la rue, et ça augmente. On a une augmentation de 50% du nombre de sans domicile fixe en 10 ans. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est là où moi j'aimerais que nous aimerions qu'il y ait une grande ambition en disant c'est pas acceptable. Moi, président de la République, enfin c'est pas moi, mais je n'accepte plus ça. D'ailleurs, il a un petit peu dit, il a dit plus personne à la rue à un moment. Sauf que ça se fera pas comme ça. C'est pas parce que le président dit que ça se fait. Il faut mobiliser tout le monde. Les bénévoles, on l'a dit tout à l'heure, les associations qui peuvent faire mieux aussi, les acteurs, les départements. Et quand même, c'est ce qu'on a dit au président de la République, à un moment, il y a une question financière qui sera posée. La protection sociale, elle s'est construite depuis 60 ans, aussi avec des moyens. Donc, on peut toujours dire qu'on pourra faire mieux. Et je suis d'accord sur les sorties d'aide sociale à l'enfance, on peut faire 1000 fois mieux. Mais beaucoup de choses qu'on peut faire 1000 fois mieux. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faudra quand même des moyens. Et ce sera le mot de la fin. Attendez, vous avez vu Macron, ce qu'il a prévu là, des bails, des baux allant entre 3 mois, 5 mois, 1 an. Eh ben avec ça, je peux vous assurer qu'il y aura de plus en plus de gens à la rue. Ça voudrait dire que le propriétaire, quand il voudra, dehors. Et sur l'objectif de plus de SDF en 5 ans, vous croyez que c'est possible ou il y aura... En France, pas pour l'instant. Ouais, pourquoi? Parce qu'en France, on est dans une société où l'argent prône les valeurs humaines. Non, c'est impossible en France. Il n'y a aucune volonté politique pour qu'il y ait 0 SDF demain en France. En tout cas, pas sous le régime de Macron. Vous êtes plus optimiste? Largement plus, oui. On en reparle et tu nous réinvites dans 5 ans avec Brigitte. Ouais. Avant, il faudra en reparler avant. Sans problème. On en reparle. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. C'est un débat passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On parle de toute autre chose. On parle du communautarisme. Est-ce une menace pour la République? À demain, vaste sujet. À demain, bye bye. Au revoir.